L'affaire Valpreda ou du false flag au confusionnisme. Nous sommes le 6 juillet 2002 à Milan. Pietro Valpreda décède d'un cancer qu'une santé déjà terriblement prétéritée par la maladie de Burger qui l'afflige finit par emporter. Pietro Valpreda, anarchiste, danseur et écrivain, fut l'objet d'une implacable et endurante campagne de calomnie de la part de l'État italien qui l'accusa, à dessein et à tort, de l'attentat de Piazza Fontana. Nous avons là un exemple d'opération sous fausse bannière, false flag, emblématique de la guerre d'intoxication qui eut cours et dont le XXIe siècle offre un terrain d'opération plus étendu encore. Né en 1933 à Milan, après avoir fréquenté plusieurs groupes anarchistes dès 1963, il fonde le Cercle du 22 mars en 1969. Parmi les fondateurs du collectif anarchiste, Mario Merlino, dont on apprendra plus tard les accointances néofascistes, le groupe était par ailleurs également infiltré par le policier Salvatore Ippolito. Le fait qui va tout faire basculer. Le 12 décembre 1969, Piazza Fontana à Milan. 17 morts et 88 blessés, voici le tribut de l'attentat à la bombe pour lequel Valpreda et d'autres furent accusés et interpellés. Giuseppe Pinelli n'eut pas cette chance, suicidé défenestré du 4e étage du commissariat de Milan. Une vague d'arrestations des anarchistes, mais aussi des ouvriers indociles, surgit les heures successives de l'attentat. Le 15 décembre, Valpreda, sur les déclarations d'un témoin fantoche, le taximan Rolandi, est arrêté au motif d'avoir fomenté l'attentat de Piazza Fontana à Milan, à la Banque nationale d'agriculture en pleine période de la stratégie de la tension, doctrine de déstabilisation des institutions comportant les opérations sous fausse bannière, héritées des militaires français de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, pendant la guerre d'Algérie. Valpreda restera 38 jours au secret, sans aucun contact avec l'extérieur, sans livre, sans visite, la lumière de sa cellule constamment allumée. Ce n'est qu'en 1972 que Valpreda est libéré, et malgré tout la justice le persécute jusqu'au 1er août 1985, où la cour d'appel de Bari l'absout définitivement pour insuffisance de preuves. Enfin, les imprécisions, les mensonges et les procédés de la police sont mis à mal après un harcèlement judiciaire de tant d'années. Enfin, les collusions entre l'extrême droite et la police de l'État italien affleurent. Luciano Lanza écrira en 2005, je cite, « Des fascistes posent des bombes, la police arrête des anarchistes. C'est le schéma classique de cette affaire, il faut frapper la gauche. » Fin de citation. Et maintenant, à l'aune du XXIe siècle, il est essentiel de muscler nos esprits critiques, conjointement d'adopter des attitudes prudentes lorsque l'on tente de décrypter les mécanismes opaques, les procédés et les procédures du monde qui nous encercle. L'on doit se défendre de nos propres biais cognitifs, à l'instar des petites formules et des professions de foi dont les vecteurs sont nombreux. Ainsi sont à bannir les simplifications telles que « il n'est pas de fumée sans feu » ou alors « à qui profite le crime » qui réduisent et souvent neutralisent l'analyse. Gardons à l'esprit que les sources doivent être questionnées et confrontées, qu'elles doivent être multiples et contradictoires, que c'est entre les lignes, dans les interstices et à la faveur d'une synthèse critique et distanciée, que l'on pourra apprécier partiellement les postures et les enjeux qui bougent les lignes et encombrent nos horizons. Si les enjeux sont nombreux et urgents dans une période difficile, l'information et l'influence sont devenues les courroies de transmission de la domination sur le plus grand nombre. Ceci doit nous conduire en première instance à quitter les affirmations infondées, les gesticulations et les vociférations éparses qui, sous couvert de postures libératoires, propagent la confusion et invoquent la pensée magique et les incantations irréfutables. Se contre-informer et quitter les zones d'influence sont, selon nous, les champs de bataille majeurs de notre temps.